À quoi ressemblait la Terre à l'époque des supercontinents? Imagine un monde où des terres immenses règnent en maître. Un monde avant nous, avant même que la vie telle que nous la connaissons ait émergé. Un monde de supercontinents, des géants de pierre et de terre, gardiens d'histoires oubliées. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer les mystères de ces terres gigantesques. De la Pangée à la Rodinia, de la Laurasia au Gondwana, découvrons les forces qui ont façonné notre planète et influencé l'évolution de la vie sur Terre. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! C'était il y a 4,5 milliards d'années. Il y a 4 milliards et demi d'années, la Terre, notre planète, émergeait au sein d'un système solaire en formation. L'effondrement gravitationnel d'une nébuleuse gazeuse et de poussière cosmique forme un disque protoplanétaire autour d'un jeune soleil. Les particules en conflit au sein de ce disque se regroupent jusqu'à former des planétésimaux, puis des protoplanètes. Parmi ces dernières, la Terre. Elle continue son évolution en s'agrégeant et en se heurtant à d'autres corps célestes. Au fil des millénaires, notre planète subit des processus géologiques complexes. Une atmosphère ainsi que des océans se forment grâce à des éruptions volcaniques et à l'évaporation de gaz venant de ses entrailles. Environnement propice à l'émergence de la vie, les océans primitifs deviennent les bases de l'évolution et du développement de la biodiversité future de la Terre. L'histoire de la Terre ne se déroule pas paisiblement. Elle est ponctuée de chapitres fantastiques, à travers lesquels des terres et des mers se façonnent. Un des chapitres fascinants de cette histoire géologique est celui des supercontinents. Il s'agit d'immenses masses terrestres qui ont dominé la carte de la Terre à différents moments de son histoire. Résultat de la danse complexe des plaques tectoniques, les supercontinents jouent un rôle primordial dans l'évolution de la planète. Leur empreinte indélébile marque aujourd'hui le paysage. L'histoire des supercontinents est-elle en plongeant dans les profondeurs du passé géologique amenant à l'exploration des terres lointaines qui ont autrefois régné telles des souveraines. Depuis la mystérieuse Rodinia jusqu'à la Pangée, en passant par le célèbre Gondwana, les continents n'ont cessé de se rassembler et de se disperser. Ce récit est celui d'une Terre en incessante métamorphose. Bienvenue dans l'histoire des anciens supercontinents. Les continents et leur incessant balai font partie intégrante de l'histoire géologique de la Terre. Les masses continentales, emportées par la tectonique des plaques, se rassemblent en supercontinents, puis se fragmentent pour se rassembler à nouveau. C'est ainsi qu'au fil des ères, de nombreux supercontinents ont façonné le paysage de la Terre. Notre planète étant une sphère, ces mouvements tectoniques alternent les configurations continentales. Le cycle de Wilson est le modèle scientifique qui décrit cette valse des continents. Un cycle dure de 400 à 600 millions d'années. C'est ainsi que depuis au moins 2 milliards et demi d'années, les cycles de Wilson se succèdent. Aujourd'hui, la surface de la Terre représente un état de fragmentation maximale. Il n'est clairement pas simple de retrouver la morphologie,
ni même simplement la trace des premiers continents. Les roches continentales sont sans cesse réorganisées par les épisodes tectoniques comme les collisions, les subductions ou encore l'érosion. Les scientifiques s'accordent à dire que les premiers continents se seraient formés il y a plus de 3 milliards d'années, même si l'assemblage de masses continentales si tôt dans l'histoire de la Terre demeure sujet à débat. Le dernier supercontinent qui a précédé la configuration actuelle est la Pangée. Mais avant lui, plusieurs cycles l'ont précédé, menant à la formation de différents supercontinents. Différents modèles existent sur le passé des supercontinents. L'un d'eux suggère que le continent Ours serait le tout premier à s'être formé. Il se serait formé durant l'Archéen, il y a 3,1 milliards d'années. Our regroupait ce qui est actuellement une partie de l'Afrique australe, de Madagascar, de l'Est de l'Inde et de l'extrême ouest de l'Australie. Les dimensions de ce supercontinent sont estimées bien plus petites que l'Australie. Il a pu se former à la suite de la collision de plusieurs arcs insulaires d'origine volcanique et aurait cohabité avec d'autres continents. Un autre modèle suggère que Columbia est l'un des premiers supercontinents qui a existé il y a environ 1,8 milliard d'années. La période de collision et d'orogénèse ayant mené à sa formation a débuté il y a 2,2 milliards d'années. Columbia comprenait la plupart des masses continentales de la Terre de l'époque. Ses dimensions sont estimées à environ 12 900 km du nord au sud et 4 800 km au plus large. À la suite de son assemblage final, Columbia a subi une croissance durant plus d'1 milliard d'années au niveau des zones de subduction qui sont à l'origine d'une immense ceinture d'accrétion magmatique. Columbia commence à se fragmenter il y a 1,6 milliard d'années. En quelques millions d'années, le continent disparaît totalement, dispersant ses différents fragments par-delà le globe. Ils seront amenés à s'assembler de nouveau 500 millions d'années plus tard pour former le supercontinent rhodynien. Rodinia était un supercontinent qui a existé au Protérozoïque. Il est le premier supercontinent bien documenté, car il est aussi plus récent que Columbia ou que Our. Il y a environ 1,1 milliard d'années, dans son balai, la tectonique des plaques rassemble plusieurs masses continentales issues de la fragmentation de Columbia. Deux blocs continentaux qui sont les parties anciennes de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud entrent en collision et forment un supercontinent nommé Rodinia. L'orogène de Grenville, une immense chaîne de montagnes qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres de l'actuel Québec jusqu'au Mexique, est la trace indélébile de cette soudure entre les continents. La Rodinia regroupe presque toutes les masses continentales de l'époque. Il s'entoure d'un océan appelé Mirovia. L'apparence de la Terre est bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. La côte est des États-Unis est alors voisine de la côte ouest de l'Amérique du Sud. L'Antarctique et l'Australie sont limitrophes de la côte ouest des États-Unis. Loin des zones d'assemblage, la Rodinia se constitue d'une énorme plaine. Des sables plus ou moins fins s'y accumulent. Le supercontinent est totalement désertique, puisque la vie demeure encore uniquement dans l'eau. À cette époque, l'atmosphère ne contient que 5% de la concentration d'oxygène de celle d'aujourd'hui. Ceci n'est pas suffisant pour développer une couche d'ozone qui protège la surface,
et donc les formes de vie des rayons ultraviolets. Les sédiments de l'époque nous dévoilent de nombreuses constructions biologiques, comme des stromatolites. À cette époque, la vie sur Terre est principalement constituée de formes de vie unicellulaires et de micro-organismes. On retrouve des bactéries et des cyanobactéries. Ces organismes sont simples, souvent unicellulaires. Ils sont les précurseurs des formes de vie plus complexes qui se développeront plus tard. Les conditions environnementales sur Terre à l'époque de la Rodinia sont différentes de celles d'aujourd'hui. La vie est principalement microscopique. Il faut attendre des centaines de millions d'années pour voir l'évolution de formes de vie plus complexes. Il faut à cette époque visualiser la Terre avec un unique gros continent entouré d'un vaste océan. La température est en moyenne de 10,5 degrés Celsius. Le Soleil n'ayant pas de rayons aussi puissants qu'aujourd'hui, l'intensité est 6% plus faible. La journée dure moins de 22 heures et l'année compte alors 13 mois. À l'époque de la Rodinia, les cellules sont déjà dotées d'organites qui produisent de l'énergie par ingestion et association d'une bactérie. Les cyanobactéries captent la lumière grâce à la présence de pigments. Elles peuvent synthétiser leur propre matière organique avec principalement des sucres simples ou complexes. On les qualifie de photosynthétiques. Plus récemment, les cellules se sont dotées de chloroplastes. Cet organite leur permet de capter la lumière à l'origine de la photosynthèse. Les chlorosplates proviennent du phénomène de l'endosymbiose. Des cellules à noyaux ont ingéré quelques-unes de ces bactéries photosynthétiques. Des aménagements sont alors survenus, avec notamment des transferts de gènes entre le noyau de la cellule hôte, la bactérie nouvellement incorporée et les éléments déjà en place. La cellule résultante présente désormais la caractéristique d'être autosuffisante. De nouveaux types d'organismes apparaissent, comme les chromophytes, les aptophytes, les dinoflagellés ou encore les spores de champignons. Les organismes qui vivent à l'époque sur le supercontinent Rodinia connaissent l'apparition de la reproduction sexuée. Durant cette période demeurent les acritarches. La plupart sont des algues vertes unicellulaires. Elles se diversifient fortement, atteignant des tailles d'un centième de millimètre à plusieurs centimètres de diamètre et arborent des formes rondes, lisses, polygonales ou encore hérissées de piquants. À leur côté demeurent également des algues multicellulaires possédant des thalles ramifiées. Aucun animal ne vit à cette époque. La valse des continents regroupe et disperse sur le globe des masses continentales tous les 400 à 600 millions d'années environ. Les supercontinents sont comparables à des couvercles. La chaleur interne ne s'échappe alors que par conduction, un mécanisme qui est très peu efficace. C'est pourquoi elle s'accumule, faisant augmenter la température du manteau supérieur et de la croûte inférieure. Les parties centrales des continents chauffent. La densité des roches diminue, ce qui les fait remonter à la surface et prendre la forme de larges coupoles. La croûte s'étire et s'amincit. Ce mouvement donne naissance à des fissures, d'où s'épanchent des magmas. L'activité volcanique devient très intense. Il y a environ 850 millions d'années, un superdôme se forme dans l'actuel ouest des États-Unis. En une centaine de millions d'années,
il en vient à se craqueler, puis à se fêler. Ses fentes s'élargissent de quelques centimètres tous les ans et les laves remontent. La croûte finit par se rompre et laisse la place au magma. Un immense rift sépare alors la Rodinia en deux grandes masses. D'un côté, on retrouve l'Australie, l'est de l'Antarctique et le sud de l'Afrique. De l'autre côté, on retrouve l'Eurussia, l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. La Terre paraît calme. Les rides médio-océaniques sont peu actives et la température moyenne diminue. D'immenses étendues de glace prennent forme et s'étendent jusqu'aux abords de l'équateur. Une boucle de rétroaction s'installe. La glace réfléchit davantage le rayonnement solaire que les océans, qui sont plus sombres. Le refroidissement s'intensifie et la planète entière s'englace avec des températures descendant jusqu'à moins 50 degrés Celsius. La glace océanique mesure plus d'1 kilomètre d'épaisseur. La Terre s'est transformée en une véritable boule de neige. Les écosystèmes sont fortement bouleversés, mais tout au fond des océans, les bactéries et les algues subsistent. Les processus ayant permis à la Terre de sortir de cet état de boule de neige sont encore mal compris. Les scientifiques supposent que le dioxyde de carbone d'origine volcanique a pu s'accumuler de deux façons. Une partie du CO2 se serait emmagasiné dans l'atmosphère en quantité suffisante pour que l'effet de serre réchauffe la planète. Mais le CO2 a également pu s'accumuler sous la glace et être libéré lors d'une éruption. Il faudra 1 million d'années pour que l'épais manteau de glace qui recouvrait la planète fonde. Pannosia est un supercontinent qui s'est formé au cours de l'ère néoprotérozoïque, il y a environ 600 millions d'années. Il se constitue par l'assemblage de cratons provenant des différents fragments de Rodinia. Le supercontinent Pannosia est également connu sous d'autres noms, comme Gondwanaland, Vendéen ou encore Panafricain. À la suite de la période particulièrement froide qui a suivi la fragmentation de la Rodinia, la Terre va voir s'épanouir une certaine forme de vie primitive. Le climat devient plutôt chaud, aux alentours des 25 degrés Celsius. Selon les zones, on passe d'un climat tropical à un climat aride avec des températures plus élevées. Les cyanobactéries survivantes de l'épisode de glaciation reprennent leur processus de photosynthèse. Elles libèrent d'énormes quantités d'oxygène. La vie reprend son cours avec beaucoup plus d'intensité. L'évolution rapide de la faune de l'Édiacarien va coloniser les eaux qui entourent le nouveau supercontinent en formation. L'air se modifie. Et cela entraîne des conséquences sur les écosystèmes. La faune microbienne évolue et se complexifie. Désormais, il ne s'agit plus de simples agglomérats de cellules, mais bel et bien d'animaux. Le supercontinent Pannosia connaît une existence de courte durée. Il commence à se fragmenter il y a 560 millions d'années. Plusieurs mégaplaques lithosphériques se forment, dont Laurentia, Baltica, Siberia et le plus gros morceau, Gondwana. Plusieurs océans s'immiscent dans ces immenses masses continentales, dont l'océan Iapetus. Des changements surviennent avec des conséquences non négligeables sur les êtres vivants. Gondwana est un supercontinent qui s'est formé au cours de la fin du Précambrien et du début du Paléozoïque.
Il a inclus les terres qui forment maintenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Inde, l'Australie et la péninsule arabique. Durant les phases actives de la tectonique des plaques, un climat propice à la diversification d'espèces se crée. Le niveau de la mer augmente et le climat évolue, entraînant des modifications profondes de la chimie des océans. C'est ainsi que les métazoaires et autres trilobites vont connaître une expansion soudaine et intense appelée explosion cambrienne. Les multiples ouvertures océaniques provoquent une diversification des habitats propices au développement de la vie. En seulement quelques millions d'années, le nombre d'espèces explose. C'est une période décisive dans l'évolution de la vie sur Terre. La plupart des grands embranchements actuels de métazoaires apparaissent, ainsi qu'une grande diversité d'espèces animales, végétales ou encore bactériennes. Une des principales caractéristiques de cette faune est l'acquisition de tissus durs sous forme de squelettes minéralisés. On retrouve par exemple ceux des brachiopodes, des mollusques, des archéocyates ou encore des arthropodes. Désormais, de nombreux organismes, y compris certains microscopiques d'à peine quelques millimètres, présentent un squelette minéralisé. Ils peuvent constituer des coquilles ou simplement des fragments d'organismes. Cette minéralisation apparaît parallèlement à des organismes qui commencent à s'enfouir. L'apparition de cette coque peut répondre à un besoin de protection et constituer une armure contre les prédateurs. Les réactions chimiques nécessaires à cette minéralisation nécessitent de disposer d'une grande quantité d'énergie pendant un temps relativement court. Cette quantité n'est disponible qu'à partir d'une certaine concentration d'oxygène dans l'atmosphère, ce qui correspond à un minimum de 10% de la concentration actuelle. Ce seuil a justement été atteint il y a 542 millions d'années. Le plus vieil animal connu à ce jour apparaît, l'éponge. Ce proto-animal ne possède ni système nerveux, ni système vasculaire et encore moins de système digestif. Il est réduit à sa plus simple expression. Il se contente de filtrer l'eau qui l'entoure pour y puiser les nutriments dont il a besoin. De premiers animaux à corps mou se développent. Ils ne peuvent encore pas se déplacer et demeurent sur le plancher océanique. La vie animale fait un grand pas. Alors qu'ils étaient pour l'instant de taille microscopique, les organismes se mettent à grandir. Les formes générales de ces animaux sont très variées et très particulières. Ils ne s'apparentent à rien de connu aujourd'hui et arborent plutôt des formes de disques ou encore de sacs molletonnés. Les premiers animaux à symétrie bilatérale font leur apparition. Une caractéristique importante qui les différencie de la faune d'Ediacara est qu'ils possèdent des organes internes et externes. Ils présentent désormais notamment des yeux, des pattes, un système digestif, des antennes et un appareil buccal. Une chaîne alimentaire se met en place, dans laquelle certains êtres vivants ont le rôle de proie et d'autres de prédateurs. Outre les micro-organismes, les trilobites qui demeurent sur le plancher océanique constituent le bas de la chaîne alimentaire. Tout en haut, Anomalocaris représente le super prédateur de l'époque. Cet animal est un genre désormais éteint d'arthropodes. Il est le premier animal connu à disposer d'organes visuels complets et le premier prédateur de l'histoire du vivant. On est désormais loin des petites créatures inoffensives de l'époque précédente.
Anomalocaris est un monstre des mers. Il mesure un peu moins d'1 mètre de long et possède dans sa bouche des plaques osseuses tranchantes qui lui permettent de broyer ses proies. Il est doté d'organes visuels de grande taille, des yeux composés. Ces derniers mesurent de 2 à 3 cm de long, arborent une forme de tige et comprennent 16 000 facettes. Bien qu'encore floue, sa vue est suffisante pour lui permettre de distinguer ses proies. C'est un bond évolutif considérable dans l'histoire du vivant. Anomalocaris possède une morphologie tellement atypique que les paléontologues n'ont que récemment réussi à brosser un portrait complet de lui. Durant des années, ils ont pensé que les différentes parties de son corps appartenaient à différents animaux. Bien que ses yeux retiennent toute notre attention, la bouche de ce prédateur redoutable suscite énormément d'interrogations. Elle prend la forme d'un anneau aplati et a été longtemps confondue avec une méduse. Certains la qualifient de soucoupe volante surmontée d'une tranche d'ananas. Il possède des dents, lui permettant de se nourrir de proies à carapace dure. Le corps long et étroit d'Anomalocaris est recouvert d'un exosquelette. Ses pattes flexibles lui permettent d'amener la nourriture jusqu'à sa bouche. Ce très bon nageur se sert de ses 28 nageoires latérales réparties par paires et de sa longue queue en forme de V pour se déplacer rapidement dans l'eau. Anomalocaris côtoie d'autres créatures, toutes plus originales les unes que les autres. L'Opabinia regalis est un petit animal bien curieux. Il possède 5 yeux, 2 paires sur les côtés et un œil au centre. Cet arthropode au corps mou peut mesurer entre 40 et 70 mm. Opabinia regalis possède une longue trompe dont la flexibilité lui permet de se nourrir en attrapant ses proies dans les sédiments et en les amenant jusqu'à sa bouche. Il demeure dans les fonds marins, mais est tout à fait capable de se déplacer en nageant pour suivre ses proies. Hallucigenia est un autre animal totalement hallucinant. Sa morphologie rappelle celle d'un ver. Il mesure entre 0,5 et 3 cm de longueur. Il possède une tête allongée, avec sur le dessus 2 yeux. Des lamelles robustes entourent sa bouche. Il est également doté de petites dents. L'animal semble se déplacer sur des échasses avec ses 7 paires d'épines. Hallucigenia vit sur le fond des océans et se nourrit en aspirant l'eau par sa bouche. Il fait partie d'un groupe qui comprend aussi les arthropodes, mais la structure de ses pattes suggère qu'il est un proche parent des onychophores, des animaux ressemblant à des chenilles, segmentés et portant des appendices non articulés. Hallucigenia côtoie de près Nectocaris pteryx, un genre éteint de céphalopodes. Cet animal a une tête avec 2 yeux, 1 ou 2 paires d'appendices et il est doté d'une carapace à l'arrière. Sa forme allongée et mince lui confère une morphologie s'apparentant autant à un poisson primitif qu'à un insecte. Nectocaris pteryx est un nageur libre et se déplace très rapidement. Ses grands yeux placés à l'avant de la tête suggèrent qu'il devait être un prédateur. Parmi toutes ces créatures, le Picaia gracilens retient toute notre attention. Cette espèce de ver ou d'anguille mesure à peine quelques centimètres. Ce n'est pas sa taille qui nous intéresse, mais plutôt la protoépine dorsale, le qualifiant de premier animal de l'embranchement des chordés. Certains scientifiques suggèrent même qu'il serait le précurseur des vertébrés et donc des mammifères.
Picaia gracilens possède, autour de sa bouche, 2 petites tentacules et des paires d'appendices situés en dessous de sa tête. Il est doté de vaisseaux sanguins et de myomères qui sont des faisceaux de muscles. C'est la présence d'un tube neural et d'une corde, une structure cartilagineuse, qui ont permis de définir son appartenance aux cordées. Picaia gracilens passe la plupart de son temps sur le fond marin et se nourrit de matières organiques. Il y a 485 millions d'années, le Gondwana, qui se situe aux latitudes équatoriales, tente à se déplacer en direction du pôle sud. À cette époque, le supercontinent est en partie couvert de mers peu profondes. En se rapprochant du pôle, le Gondwana voit ses températures diminuer. Il commence à se recouvrir de glaciers. Le climat se refroidit progressivement, alors même que la biodiversité était en pleine expansion. Au fil des millions d'années, de grands glaciers se forment dans ces mers peu profondes. Le niveau des mers baisse. Ce brusque changement de température correspond également, à la même époque, à une importante extinction de masse, avec la disparition de 60% de tous les invertébrés marins et 25% de toutes les familles. Le taux d'oxygène est alors équivalent à 2% de l'atmosphère actuelle. L'océan foisonnant de vie laisse place au vide et au calme. Le niveau des océans est plus bas et les hauts fonds plus nombreux. Les organismes survivants continuent de se développer et de se multiplier. Une grande variété d'organismes s'épanouit sur les fonds marins. C'est la période de l'événement de la grande biodiversification ordovicienne. Cet événement est favorisé par une diversification rapide du plancton. La faune qui demeure sur le plancher océanique peut se nourrir et continuer de se développer. On retrouve toujours les trilobites, bien que moins nombreux, mais également les crinoïdes et les brachiopodes bivalves. À leur côté, de nouvelles espèces apparaissent. Le corail se développe en abondance, formant des récifs coralliens qui viennent habiller les fonds marins. Ressemblant à de petits arbres à fleurs fixés sur des rochers ou sur les fonds marins, les coraux sont en réalité des petits animaux. Ils constituent des colonies et fabriquent un squelette commun qui, selon les espèces, devient la base fondatrice d'un récif corallien. Au début de leur découverte, les coraux ont été considérés comme des plantes marines se transformant en pierre dès lors qu'ils étaient sortis de l'eau. Ce n'est qu'au cours du XVIIIe siècle que le corail fut reconnu comme un animal de la grande famille des cnidaires. Les récifs coralliens forment un véritable écosystème. C'est un milieu naturel très particulier, composé de divers végétaux et animaux. Ils permettent d'abriter des milliers d'espèces de poissons et d'autres espèces animales, comme des coquillages, des étoiles de mer. Les coraux enrichissent grandement la faune marine. Nous retrouvons maintenant notre petit Picaia, cet animal de quelques centimètres de long qui possède une protocolonne vertébrale et qui fut vraisemblablement l'un des premiers vertébrés. La colonne vertébrale de Picaia s'étend sur toute la longueur de l'animal. Elle sert de support aux muscles et aux organes qui constituent l'animal. Cette corde n'est cependant pas constituée d'os, mais de cartilage. Certains poissons garderont cette particularité, comme c'est le cas chez les poissons cartilagineux que l'on retrouve encore de nos jours. Les plus connus d'entre eux sont les raies, les requins ou encore les poissons-scies. Mais le Picaia, dont nous parlions dans l'époque précédente, a bien évolué. Désormais, il se nourrit plus via ses branchies. Ces dernières ne lui servent plus que pour la respiration. Pour s'alimenter, il aspire sa nourriture,
qui se constitue de petits invertébrés et de débris d'animaux morts demeurant sur les fonds marins. De féroces prédateurs, comme des arthropodes, lui font face. Les premiers arthropodes de la période du Cambrien étaient de petits animaux de quelques centimètres. Ils possédaient une légère carapace. Désormais, à l'Ordovicien, les arthropodes évoluent en de gigantesques monstres des mers. La fine carapace laisse place à une armure blindée. Un des super prédateurs de l'époque est un proche parent de la limule, qui est apparu à l'Ordovicien et qui demeure toujours parmi nous. Il s'agit de l'Euryptéride, un cousin des araignées et des scorpions. Il se fait par ailleurs également appeler scorpion des mers. L'Euryptéride possède un corps allongé qui se termine par une queue articulée. Son céphalothorax possède plusieurs paires d'yeux et des pinces. C'est un prédateur, mais il sait aussi être charognard ou omnivore. La plupart des espèces possèdent un aiguillon très fin au bout de leur queue afin d'injecter un venin à leur proie. L'Euryptéride atteint une taille très variable, mais la moyenne est d'environ 1 mètre. Le plus grand animal connu atteignait une longueur de 2,5 mètres, alors que le plus petit ne mesurait qu'un peu plus de 2 cm de long. Les Euryptérides de grande taille sont de constitution légère. Les segments corporels sont minces et non minéralisés, ce qui permet d'alléger le squelette et de faciliter les déplacements. Un autre prédateur connu de l'époque est le céphalopode Otocéride. Il est parmi les premiers à nager en eau libre et devient de ce fait le premier prédateur arpentant la pleine mer. Ce céphalopode possède une coquille univalve de forme droite. Il peut mesurer de quelques centimètres à 11 mètres de longueur pour les plus grands spécimens et est considéré comme un redoutable prédateur. En dehors des mers, sur le supercontinent Gondwana, c'est le calme plat. Si on s'approche de plus près, on peut remarquer quelques lichens, des spores, mais la surface continentale s'apparente toujours à un grand désert. La période de l'Ordovicien va se finir sur une catastrophe qui provoquera une extinction massive majeure puisqu'elle figure en 2e position en raison de sa gravité. Ce sont entre 70 et 80% des espèces qui sont éradiquées de la surface de la Terre au plus profond des mers. Bien que les causes de cette catastrophe ne fassent pas encore l'unanimité scientifique, il semblerait que la Terre ait été frappée par des rayonnements issus de l'explosion d'une supernova. Cette irradiation a littéralement changé l'atmosphère et dégradé la couche d'ozone. Les rayons du Soleil n'atteignant plus la Terre, celle-ci aurait alors connu un phénomène d'englacement. Il y a 443 millions d'années, le balai des continents est toujours en marche. À la suite de l'extinction massive survenue à la fin de l'Ordovicien, l'océan est désormais vide. De nombreuses familles, genres et espèces animales ont disparu à jamais. Les 3 continents, que sont Sibéria, Baltica et Laurentia, et qui constituent un gigantesque archipel au nord du Gondwana, commencent à se rapprocher les uns des autres. Tant et si bien qu'ils finissent par se regrouper pour donner naissance au supercontinent Laurussia. Leur collision élève une chaîne de montagnes immense nommée la chaîne calédonienne. Elle traverse de part en part la Laurussia. On commence également à percevoir les prémices d'une autre chaîne de montagnes, la chaîne hercynienne,
qui prendra réellement forme dans plusieurs dizaines de millions d'années plus tard, lorsque le supercontinent Lapangée émergera. Les glaciers qui s'étaient formés au moment de l'extinction ordovicienne commencent à fondre. Le niveau des océans remonte et certaines espèces se développent considérablement. N'ayant aucune calotte glaciaire, la Laurussia jouit de températures clémentes se stabilisant autour des 20 degrés Celsius. Des plantes comparables aux lichens et aux mousses actuelles demeurent sur la Terre. Ces colonisatrices s'accrochent aux rochers en épousant les moindres recoins. Elles développent par la suite des crampons. L'eau ne circule pas encore dans leur tissu. Certaines plantes développent une capacité de réviviscence. Afin de résister à la sécheresse, elles sont capables de se dessécher complètement et de se réhydrater dès lors qu'une pluie survient. D'autres adoptent une autre stratégie afin de résister à la sécheresse. Elles se recouvrent d'une cuticule imperméable afin de limiter les pertes en eau. Toutes ces plantes dispersent des spores qui résistent à la dessiccation grâce à une enveloppe protectrice. La morphologie de ces premiers végétaux terrestres est relativement simple. Ils présentent des petits sacs plus ou moins ramifiés, sans feuilles. Ils peuvent être couchés ou quelque peu dressés et possèdent une vascularisation très primitive. Ces plantes sont associées à la première colonisation du milieu aérien et minéral. Grâce à la dégradation faite par les micro-organismes, elles vont fournir la matière nécessaire à la formation des premiers sols d'origine végétale. C'est tout un nouvel écosystème qui se met en place. Certains organismes s'essayent à de nouvelles conditions de vie et de nouveaux font leur apparition. Alors que la terre ferme est encore quasi désertique et que les organismes s'épanouissent préférentiellement au bord de l'eau, les premières plantes tentent de prendre pied et de s'accrocher. C'est le cas de Cooksonia. Cooksonia est une des premières plantes terrestres à se développer dans les zones côtières et marécageuses. Elle présente une organisation extrêmement simple. Elle possède des axes uniquement, sans feuilles ni racines. Les axes rampants sont munis de rhizomes afin que la plante se fixe dans le sol. C'est également grâce à eux qu'elle pioche les sels minéraux et l'eau dont elle a besoin. La taille de Cooksonia atteint environ 7 cm de hauteur. Tout en haut de ces tiges, on retrouve des sporanges, les organes qui vont émettre les spores. Ne possédant pas de feuilles, ce seront certainement ces tiges qui effectuent la photosynthèse. Maintenant que les premières plantes ont réussi à poser un pied sur la terre ferme, elles se mettent à coloniser entièrement les continents. C'est ainsi que la Laurussia va se retrouver envahie de nouvelles branches de végétaux qui conquièrent efficacement le milieu terrestre. Si les premiers végétaux terrestres sont des organismes très simples, sans vaisseau conducteur, ils présentent un atout de taille. Ils sont autotrophes. Il leur suffit de disposer de lumière, d'eau et de CO2 pour survivre. C'est ainsi que les plantes développent la capacité de s'élever afin d'aller chercher toujours plus haut la lumière, qui pourrait être éventuellement recouverte par un autre végétal. Les simples tiges laissent progressivement place à des épines qui captent encore plus de lumière. Puis de larges feuilles apparaissent faisant office de panneaux solaires également utiles à la photosynthèse. C'est une véritable explosion en termes de forme et d'innovation du monde végétal. On voit les plantes se doter de vaisseaux, permettant la circulation de l'eau
et des minéraux, des rhizoïdes, qui sont des poils permettant à la plante d'adhérer au substrat, ainsi que de racines, afin de puiser les ressources minérales et l'eau du sol. Les tissus se rigidifient grâce à la lignine, permettant à la plante de s'élever encore plus haut, toujours plus haut. Il faudra seulement quelques millions d'années pour que se forment des forêts avec des arbres atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur. Mais ce ne sera pas sur la Laurussia. Ce développement du monde végétal n'est pas sans déplaire à une autre famille, les arthropodes. La conquête des terres par la végétation leur a permis de suivre le mouvement. Déjà équipés de carapaces et de membres articulés, ils sont soutenus et peuvent aisément s'accommoder à la pesanteur. De plus, la mer déverse divers cadavres sur le littoral, proposant de la nourriture très attrayante pour les arthropodes carnivores. Strudiella devonica est une sorte d'insecte parent des premiers représentants des sauterelles. Ces petits animaux se plaisent sur le littoral de Laurussia, au milieu des mousses et des premières plantes. Longue de seulement 8 mm, Strudiella devonica ne possède pas d'ailes. Vraisemblablement d'un régime omnivore, cet animal est doté de 6 pattes et 2 antennes. Elle possède déjà des mandibules typiques des insectes ailés, comme on peut retrouver chez les blattes et les sauterelles actuelles. On retrouve également des créatures s'apparentant aux 1000 pattes, mais également des araignées et des scorpions. Ces arthropodes révèlent de formidables talents d'explorateurs. Encore aujourd'hui, 90% des formes de vie sur Terre sont des arthropodes, notamment les insectes. Les arthropodes les plus petits ont le plus de facilité à survivre. Plus ils sont gros et plus leur carapace est lourde, plus il leur sera difficile de respirer. Les fourmis s'en sortent donc plutôt bien. Dans les hauts fonds de l'océan Iapetus, la vie est en pleine expansion. On retrouve toujours, entre autres, les coraux, les crinoïdes, les brachiopodes, les trilobites, les nautiloïdes. Les grands arthropodes marins, comme les euryptérides, sont toujours de la partie. Ils sont les plus grands prédateurs des océans, mais également de la planète. Les premiers poissons équipés de mâchoires apparaissent. Ce sont les placodermes. Leurs mâchoires primitives privées de dents présentent des aspérités et excroissances osseuses très tranchantes. Certains d'entre eux vont se développer jusqu'à atteindre des tailles significatives d'ici quelques millions d'années, comme le Dancleostéus qui peut dépasser les 8 mètres de long. Dès moins 416 millions d'années, le Gondwana, qui englobe la majeure partie de l'hémisphère sud, se déplace lentement en direction du nord, là où se situe la Laurussia. Les deux en viennent à se percuter fatalement. Leur collision va former un seul et unique supercontinent, la Pangée. L'océan Pantalassa recouvre le reste de la planète. Il y a environ 350 millions d'années, la Pangée, qui est le dernier supercontinent, se forme. La Terre sort tout juste d'une catastrophe ayant causé une extinction de masse intense, l'extinction de masse du Dévonien. Plus de 70% des espèces marines ont disparu de la surface de la Terre. En cause, un panache géant qui transperce la croûte terrestre, déversant un océan de magma sur des distances incommensurables. C'est dans les entrailles de la Terre, sous la Sibérie actuelle, que s'est accumulée cette matière bouillante tueuse. Des éruptions démesurées ont lieu, rejetant des milliers de tonnes de roches en fusion.
tremblements de terre sous-marins détruisent tout sous les océans. L'eau se met à chauffer considérablement, mettant à mal la faune marine. En premier lieu, l'océan est contaminé. Lorsque la lave entre en contact avec de l'eau de mer, elle génère des substances nocives pour les organismes vivants. Puis, les gaz se répandent dans l'atmosphère. L'air se charge de gaz à effet de serre puisque le dioxyde de carbone devient présent en grande quantité. Il fait chaud sur Terre. Et dans les océans, les courants océaniques sont au point mort et les températures atteignent plus de 30 degrés Celsius. La faune marine se meurt. Les placodermes ne parviennent pas à survivre. Le magma continue de couler 250 000 ans après l'éruption. La végétation, qui profite d'une atmosphère riche en dioxyde de carbone, colonise les surfaces continentales. En mourant, les feuilles tombent sur le sol et s'accumulent. La première couche d'humus de la planète se forme. Celle-ci est ensuite entraînée en direction des océans par les pluies et sert à nourrir les algues. Ces dernières se développent en abondance, ne laissant plus de place pour toute autre forme de vie. Sur la terre ferme, des nuages de cendres de plusieurs kilomètres de haut atteignent l'atmosphère. Encore brûlantes, les cendres retombent sur la terre et provoquent de gigantesques incendies. Les nuages de cendres assombrissent également le ciel et la terre débute une longue période d'hiver volcanique. Désormais, les températures chutent considérablement. Les espèces n'ont pas le temps de s'adapter à ces changements climatiques drastiques. Cette extinction engendre la disparition de 19% des familles et de 35 à 50% des genres d'animaux marins. On pourrait penser que tout est fini, et pourtant non. Les arbres, qui pourtant avaient favorisé cette extinction de masse, contribuent maintenant à donner un second souffle à la Terre. La production d'oxygène augmente peu à peu chaque année grâce à eux. Les températures redeviennent stables et les saisons réapparaissent. La biosphère se diversifie à nouveau. La Pangée va voir apparaître une nouvelle période, le Carbonifère. La Laurussia et le Gondwana, supercontinents issus eux-mêmes de l'éclatement de la Rodinia il y a plusieurs millions d'années, se rassemblent à nouveau pour former la Pangée. Mais cet assemblage est long. Il durera jusqu'au Permien. Autour du supercontinent, on retrouve un superocéan nommé Pantalassa. La tectonique des plaques qui entre en jeu pour la formation de la Pangée fait monter le niveau des océans et noie, au début de la période, un grand nombre de végétaux. Durant la première partie du Carbonifère, les températures restent clémentes et stables. Elles diminueront lors de la seconde partie du Carbonifère. Les tout premiers tétrapodes sont apparus au Dévonien supérieur, il y a environ 375 millions d'années. Ce sont les tétrapodomorphes qui ont effectué la transition entre les poissons et les tétrapodes. Leurs robustes nageoires pectorales se sont rigidifiées grâce à un squelette osseux. Elles commencent désormais à ressembler à des pattes. Les tétrapodes sont des vertébrés, pour la majorité aériens et terrestres. Ils présentent 4 membres pourvus de doigts. Aujourd'hui, les tétrapodes sont représentés par les amphibiens et les amniotes qui regroupent les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Durant le Dévonien, Acanthostega est considéré comme le premier tétrapode qui possède des appendices locomoteurs articulés particuliers. Il présente 8 orteils à chaque pied. Il n'était cependant pas complètement adapté à la vie sur la terre ferme. En effet,
Son squelette ne lui permet pas de supporter le poids de son corps sur la Terre. Avec 1 mètre de longueur maximum, Acanthostega possède des os lourds et une ligne latérale comme celle des poissons. C'est un animal imposant qui demeure encore dépendant du milieu aquatique. Il traduit à merveille que la conquête du milieu terrestre s'est faite à partir de nombreuses adaptations au milieu aquatique. La respiration pulmonaire est une adaptation à la vie en milieu aquatique pauvre en oxygène, comme dans les marécages chauds. L'aptitude à la marche est une adaptation au déplacement dans des milieux encombrés, comme des mangroves. Les membres locomoteurs ont pu se développer pour marcher dans des fonds d'eau. Les adaptations progressives s'avèrent réellement utiles pour une vie pleinement terrestre. Les tétrapodes s'adaptent à cette nouvelle vie en milieu aérien et se dotent d'un sac amniotique. Si la vie est longtemps restée confinée dans l'eau, elle commence peu à peu à en sortir. Les plantes les premières, puis les animaux qui se lancent timidement, mais sûrement en milieu terrestre. Ils demeurent néanmoins dépendants de l'eau pour leur nourriture, mais surtout pour leur reproduction. Impossible donc pour eux de s'éloigner des zones aquatiques et de s'aventurer dans des milieux trop arides. Il y a environ 310 millions d'années, un des plus anciens reptiles connus, Ilonomus, présente une innovation majeure qui est l'amnios. Cette enveloppe permet à l'embryon des amniotes de se développer dans un milieu liquide. L'embryon est ainsi préservé du dessèchement, mais également des chocs. Il peut maintenant être pondu en dehors de tout milieu aquatique. En parallèle, les reptiles voient leur peau évoluer en une texture beaucoup plus sèche et étanche. Les pertes hydriques au niveau cutané sont ainsi ralenties. Les tétrapodes réduisent considérablement leur dépendance à l'eau. Désormais, de nouvelles portes s'ouvrent à eux vers de nouveaux territoires qui étaient encore inaccessibles jusque-là. Les reptiles vont se diversifier en de nombreux groupes comme les lézards, les serpents, les oiseaux, les mammifères, les crocodiliens ou les tortues. De vastes forêts commencent à apparaître. Des fougères immenses se développent, ainsi que des arbres à écorce et à graines. C'est ce nouvel environnement qui facilite également l'évolution des tétrapodes. Le charbon que nous consommons aujourd'hui provient des forêts qui se sont développées lors du Carbonifère, d'où le nom de la période. Lorsque les mouvements tectoniques cessent, les reliefs ne bougent plus. Les roches ne sont alors dégradées que par l'altération et l'érosion. Les produits de l'érosion s'accumulent dans les zones basses entourant les reliefs. Avec le climat tropical qui règne à cette période sur la Pangée, une abondante végétation prolifère sur les sédiments issus des produits de la dégradation. Les matériaux s'empilent et se tassent. De temps à autre, arrivent du sable et des argiles. Les zones émergées se remplissent de fougères et de conifères, formant d'immenses forêts qui sont un habitat idéal pour les insectes. Les sols marécageux sont colonisés par de grands amphibiens. Lorsque les arbres meurent, leurs troncs tombent au sol. La sédimentation étant importante, ces derniers sont rapidement enfouis sous des feuilles, si vite que la matière organique n'a pas le temps de se décomposer. Au fil des années, les argiles et les sables se durcissent et se transforment en schiste et en grès. La matière organique devient de la tourbe, du lignite, du charbon, puis de l'anthracite. Ces produits contiennent de plus en plus de carbone et sont donc de plus en plus énergétiques. Soumises à des inondations ainsi qu'à des immersions, les veines de charbon se trouvent séparées par des couches de schiste et de grès qui contiennent également de la matière organique. C'est ce charbon
qui sera utilisé massivement lors de la révolution industrielle au XIXe siècle. Les forêts du Carbonifère se composent principalement de grands lycophytes arborescents, de calamites et de fougères arborescentes. Parmi ces plantes qui ne produisent ni fleurs, ni graines, on retrouve également les premiers conifères primitifs, les cordétales, ainsi qu'un autre groupe aujourd'hui disparu, les ptéridospermales, qui sont les fougères à graines. Parmi les grands lycophytes arborescents, on retrouve le lépidodendron. Cet arbre primitif abonde sur la Pangée et est l'un des premiers végétaux à atteindre une taille gigantesque. Il mesure jusqu'à 40 mètres de hauteur et son tronc peut atteindre jusqu'à 2 mètres de largeur à la base. Sa cime présente une forme s'apparentant à un brocoli géant. Ses feuilles jaillissent du tronc et forment des spirales. En tombant, elles vont marquer le tronc de l'arbre de cicatrices. Le lépidodendron produit des spores. La calamite est une espèce de prêle géante. Elle peut atteindre jusqu'à environ 20 mètres de hauteur et est très abondante sur la Pangée, dans les zones marécageuses et sablonneuses. La calamite développe de nombreux stolons, qui sont des ramifications souterraines leur permettant de se développer. Elle peut de cette façon faire pousser de nouvelles tiges, au cas où certaines ne seraient pas en bon état. Leur tronc peut atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre. Les feuilles de la calamite présentent des tailles de plus en plus larges selon la disposition des tiges. Alors que le lépidodendron s'apparente fortement à un arbre, un autre groupe se développe largement et marque le Carbonifère. Ce sont les fougères. Ces plantes vont former d'immenses marécages qui recouvrent la surface continentale. Le Watiesa représente un des plus anciens arbres connus. Il ressemble beaucoup à nos palmiers actuels. Il mesure jusqu'à 8 mètres de hauteur. Watiesa ne possède pas de feuilles, mais des frondes. Elles se tiennent à la verticale, insérées dans le tronc. Ce dernier, plutôt mince, arbore une forme conique inversée. Ses petites racines pénètrent perpendiculairement dans le sol afin de maintenir la plante en position verticale malgré sa taille imposante. Ses feuilles sont produites en grande quantité. Dès lors qu'elles sont mortes, elles se posent au sol tel un tapis qui constitue un habitat propice au développement de petits animaux. Le Psaronius, bien qu'atteignant la taille d'un arbre, est une fougère. Il culmine jusqu'à 10 mètres de hauteur et son tronc peut atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre. Psaronius possède des frondes magnifiques qui peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de longueur. Cette fougère ne possède pas de véritable tronc. C'est un manteau racinaire épais formé de radicelles qui le supportent. Au sein de ce manteau, tout un écosystème prolifère. On peut en effet y retrouver d'autres plantes ou des épiphytes. Il y a 390 millions d'années, les plantes productrices de graines, que l'on nomme les spermatophytes, se développent doucement. Grâce à cette nouvelle branche de plantes, la dissémination n'est plus assurée par les spores, mais par des graines. Ces dernières sont protégées par des enveloppes protectrices qui contiennent l'embryon et toutes les réserves dont il a besoin durant les premiers stades de son développement. Lorsque la graine se détache de la plante, elle assure la répartition de l'espèce qui se trouve facilitée par sa petite taille, mais aussi par des petits crochets leur permettant de se fixer sur les animaux et des appendices permettant une prise au vent. Les plantes s'affranchissent désormais de l'eau. Leur reproduction devient aérienne. De plus, la graine peut entrer en dormance. Cela signifie
que son état de vie peut se ralentir, lui permettant d'atteindre des conditions favorables à sa germination. L'apparition de la graine est une véritable révolution botanique. Certaines plantes spermatophytes possèdent quant à elles une graine nue. C'est le cas des conifères. Les conifères sont des végétaux très adaptés au climat chaud du Carbonifère. Ils vont conquérir les niches écologiques laissées vacantes. Ces plantes vasculaires à graines arborent une forme de cône, d'où leur nom. Ils sont encore aujourd'hui présents partout dans le monde. Les conifères sont des plantes ligneuses extrêmement résistantes et survivent à de nombreux bouleversements de l'histoire de la Terre, comme les changements climatiques, les éruptions volcaniques ou encore l'apparition des plantes à fleurs un peu plus tard. Les conifères primitifs ayant évolué durant le Carbonifère comprennent des genres comme des cordettes et le groupe des Archaeopteridales. Les cordettes sont des arbres avec des feuilles en forme d'aiguilles et de cônes. Ils partagent certaines caractéristiques avec les conifères modernes. Les plus grandes feuilles peuvent atteindre 1 mètre de long, pour 15 cm de large. Les feuilles, disposées en hélice sur les branches, ressemblent à de longs rubans qui possèdent des nervures parallèles. Les cordettes se plaisent autant dans les marais qu'en bord de zones humides ou dans des habitats plus secs. Les plus grands arbres peuvent atteindre jusqu'à 45 mètres de hauteur. Les Archaeopteridales sont des plantes vasculaires qui ressemblent à des fougères arborescentes, mais elles sont considérées comme des ancêtres des conifères. Leur représentant le plus célèbre est Archaeopteris. Archaeopteris est apparu au Dévonien, mais il demeure jusqu'au Carbonifère. Il appartient au groupe des progymnospermes, à l'origine des gymnospermes. Cet arbre est un véritable géant qui peut atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur. Son tronc peut atteindre jusqu'à 1,5 mètre de diamètre. La lignine et la cellulose constituent son tronc. Et bien que cela s'apparente fortement aux conifères modernes, c'est une matière nouvelle pour l'époque. Les frondes d'Archaeopteris se déploient à sa cime, lui donnant de faux airs de fougère. Elles sont orientées de manière horizontale et possèdent des organes photosynthétiques exceptionnels pour l'époque, permettant à l'arbre de profiter au maximum de la lumière du soleil. Sur la Pangée, durant le Carbonifère, le monde vivant se caractérise par un gigantisme généralisé. Autant dans le monde végétal que dans le monde animal, des organismes géants habitent la surface continentale. De nombreux nouveaux végétaux apparaissent, mais peu de bactéries sont capables de les digérer. La plupart des composants issus de ces végétaux s'enfouissent dans le sol. Les plantes pratiquent toute la photosynthèse. Elles synthétisent de la matière organique en utilisant du dioxyde de carbone, de l'eau et de la lumière, et évacuent de l'oxygène. Le taux d'oxygène dans l'air atteint jusqu'à 35%, alors qu'il n'est que de 21% aujourd'hui. Le Carbonifère est appelé âge de l'oxygène. La capacité à respirer d'un animal entraîne des conséquences sur sa taille. Durant le Carbonifère, des insectes atteignent des tailles gigantesques, si bien qu'ils deviennent des prédateurs pour les premiers reptiles et pour les amphibiens. Les arthropodes ont un système circulatoire dans lequel leur sang n'est pas confiné à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Il circule librement dans les cavités du corps. Ils possèdent également de toutes petites ouvertures à la surface de leur corps, afin que l'oxygène de l'atmosphère atteigne leur système circulatoire.
Ils sont donc très sensibles aux variations du taux d'oxygène dans l'atmosphère. Cette atmosphère hyper oxygénée profite non seulement aux arthropodes, qui comprennent les insectes, les araignées et les crustacés, mais également à certaines espèces de vertébrés. Meganeura monii est la plus grande libellule ayant existé durant toute l'histoire de la Terre. Elle peut atteindre jusqu'à plus de 70 cm d'envergure et 30 cm de longueur pour un poids estimé à 150 grammes. Elle vit à proximité des rivières et des points d'eau. Meganeura monii possède des yeux de grande taille et jointifs, ce qui lui offre une vision à près de 360 degrés. À cette époque, elle devient un super prédateur. Elle chasse par morsure les autres insectes en volant, contrairement aux libellules actuelles qui chassent à poste en utilisant leurs pattes. Meganeura monii s'attaque également aux premiers reptiles qui jonchent le sol. Aux côtés de Meganeura monii se trouve une autre géante de l'époque, Mégarachne. Mégarachne est une espèce de la famille des euryptérides. Elle s'apparente aux arachnides et ressemble quelque peu à nos araignées actuelles. Mégarachne mesure jusqu'à près de 35 cm de longueur. La distance entre chacune de ses pattes est de plus de 60 cm. Comme Meganeura, elle est également une super prédatrice et a très peu d'ennemis. Parmi les proies de Mégarachne, on retrouve Arthropleura, un scolopendre gigantesque. Arthropleura est un mille-pattes géant qui atteint jusqu'à 2,50 m de longueur pour une masse estimée à 50 kg. Il est le plus grand arthropode connu à ce jour à avoir foulé la surface de la Terre. Même s'il n'était pas un super prédateur, son gigantisme ne fait pas de lui une proie. Arthropleura semble être herbivore et vit dans des milieux humides et marécageux. Son corps aplati se compose d'une trentaine de segments articulés. Chacun est recouvert de 2 plaques latérales et d'une plaque centrale. Pulmonoscorpius est un scorpion géant et l'un des plus grands arachnides connus à ce jour. La forme de ses poumons alterne entre tissu et poche d'air, ce qui lui vaut le nom de scorpion qui respire. Il peut atteindre jusqu'à 70 cm de long. Pulmonoscorpius est muni de puissantes pinces ainsi que d'un dard lui permettant d'injecter un venin toxique à ses proies et ses éventuels prédateurs. Ce super prédateur se nourrit probablement d'arthropodes et de petits tétrapodes. Diplocolus est un genre d'amphibien qui apparaît plutôt durant la période du Permien, qui suit le Carbonifère. Il est l'un des plus grands lépospondyles connus à ce jour. Sa taille atteint jusqu'à 1 mètre de long et son corps arbore une forme plate d'à peine 10 cm de hauteur. Bien qu'il soit particulièrement grand, Diplocolus se caractérise surtout par une tête spectaculaire, avec un crâne qui arbore une forme semblable à celle d'un boomerang. Elle est totalement disproportionnée par rapport au reste de son corps. Les fonctions de son étrange tête ne sont pas encore bien définies. Son crâne pourrait lui servir d'arme défensive, faisant de lui un être difficile à avaler. Mais d'autres théories considèrent que cette forme de boomerang pourrait aider l'animal à se déplacer dans l'eau. Diplocolus s'épanouit dans les marais et les grandes mares. Il peut ainsi vivre en alternance dans l'eau et sur la terre ferme. Il se nourrit de différents poissons, mais également d'insectes ou d'autres amphibiens plus petits. Voilà maintenant plusieurs millions d'années que la planète Terre traverse une période d'accalmie. Mais à la fin du Permien,
une extinction de masse relativement conséquente va survenir. Au cours du Permien, le supercontinent, la Pangée, continue sa formation, ce qui n'est pas sans conséquence. La surface des eaux marines peu profondes et des zones littorales a fortement diminué. Le rassemblement des masses continentales a provoqué un abaissement de la température et le volcanisme est largement renforcé. La Terre subit sa troisième extinction de masse qui sera sans nul doute la plus dévastatrice. Sur les continents, 70% des espèces disparaissent. En ce qui concerne la vie marine, la moitié des familles, les 3/4 des genres et 95% des espèces s'éteignent. Aucun groupe n'évite la catastrophe, mais ils vont la subir à des intensités variables. Les trilobites, les coraux constructeurs de récifs et d'autres micro-organismes marins sont totalement anéantis. Les brachiopodes ou encore les fougères sur la surface continentale sont décimés. Les mollusques bivalves, les poissons et les tétrapodes sont quant à eux un peu moins affectés. Cette catastrophe marque la limite entre deux ères, l'ère primaire et l'ère secondaire. L'ampleur de cette catastrophe résulte des effets cumulés de deux événements volcaniques séparés d'à peine 6 millions d'années. Les émissions du mont Temei, il y a 258 millions d'années, ainsi que les immenses coulées de lave en Sibérie, il y a 252 millions d'années, perturbent fortement le climat de l'époque. Mais ce ne sont pas les seuls incidents qui sont en cause. Au lendemain de l'extinction du Permien, les paysages de la Terre sont parsemés de fougères, de prêles, de lycopodes ou encore de mousses. Pour l'instant, toujours pas une pointe de couleur. Les plantes à fleurs ne sont pas encore apparues. La totalité des terres émergées est rassemblée dans la Pangée. Mais durant cette ère, le supercontinent va amorcer doucement sa fragmentation. Le Mésozoïque est marqué par l'apparition et la diversification des plus célèbres animaux, les dinosaures. Le nom dinosaure signifie en grec « terrible lézard » et il met bien en évidence leur taille hors norme si caractéristique. Ce groupe d'animaux présente une grande diversité et un succès évolutif majeur. Ils sont présents sur l'ensemble des continents et présentent des formes très variées, bien qu'ils soient essentiellement terrestres. On retrouve des dinosaures volants, bipèdes ou encore quadrupèdes. Ils peuvent également avoir un régime carnivore ou herbivore. Au début du Trias, il y a 230 millions d'années, la Terre se remet doucement de l'extinction du Permien. Des niches écologiques sont laissées vacantes et ces reptiles vont s'empresser de les investir. Les dinosaures règnent en maître sur la Pangée et ils demeureront également jusqu'à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années. Au début du Trias, les dinosaures ne sont pas les géants qui s'afficheront plus tard au Crétacé. L'éoraptor, par exemple, mesure 1 mètre de longueur, environ 40 cm de hauteur, pour un poids d'environ 10 kg. Ses mains possèdent chacune 5 doigts, dont les 3 plus longs se terminent par une grande griffe, leur permettant d'attaquer des proies, mais également d'attraper des végétaux. Il n'a pas de morphologie prédatrice évoluée et fait partie des dinosaures primitifs. Les premiers reptiles volants mangeurs d'insectes, les ptérosaures comme Eudimorphodon, font leur apparition. Ce dernier mesure environ 1 mètre d'envergure. Il possède une longue queue qui se termine en forme de losange. Eudimorphodon possède plus d'une centaine de dents. Sa mâchoire est spécialisée et particulièrement adaptée pour capturer les poissons. Ses caractéristiques morphologiques lui permettent un vol actif.
Bien que les dinosaures retiennent toute l'attention, la branche mammalienne continue timidement de se diversifier. On retrouve au début du Trias de nombreux thérapsides, dicynodontes avec notamment l'Istrosaurus. Puis il décline au cours du Trias à cause de l'émergence en nombre des cynodontes. L'Istrosaurus est un animal qui mesure entre 80 cm et 2 mètres. Son corps est robuste et muni de membres courts. C'est un fouisseur. Ses narines sont situées très haut, presque au niveau de ses yeux. Sa mâchoire est équipée d'une paire de défenses servant à gratter dans le sol, mais également à se défendre. Il se nourrit de racines et de petites plantes. À la fin du Trias, arrivent les premiers mammaliaformes, représentés notamment par Mégazostrodon, qui sont de très proches parents des mammifères. Avec une morphologie proche de nos musaraignes actuelles, Mégazostrodon mesure de 10 à 12 cm de long. Il se nourrit de lézards et d'insectes et chasse la nuit. Son cerveau est plus développé que celui de ses ancêtres, notamment les zones consacrées à l'odorat et à la vue. Sa petite taille est une faiblesse au milieu des premiers dinosaures qui émergent. Dans les océans, les chondrichtiens, lointains cousins de nos requins, s'imposent. À leur côté, les reptiles marins prennent de plus en plus de place. Bien que plusieurs familles émergent, les grands gagnants de cette diversité marine sont les ichthyosaures, qui vont demeurer durant toute l'ère secondaire et s'éteindre au Crétacé. Ces véritables prédateurs marins, qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, mesurent entre 1 et 20 mètres de longueur. Leurs puissantes nageoires leur permettent de se déplacer sous l'eau jusqu'à 40 km/h. Ces reptiles vivipares sont capables de donner naissance à des petits vivants et déjà capables de nager. Ils présentent un museau allongé et se nourrissent d'ammonites, de bélemnites et de poissons. Leur morphologie s'apparente fortement à celle des dauphins actuels. Ils sont capables de plonger dans de grandes profondeurs, mais également de remonter à la surface. Les gros yeux de l'ichthyosaure lui permettent de voir dans le noir lorsqu'il plonge profondément dans l'océan pendant la nuit. Tout ce petit monde prend ses marques sur la Pangée, qui ne va pas rester calme bien longtemps. Les forces qui avaient rassemblé ces morceaux il y a plusieurs millions d'années sont en train de gronder afin de les diviser. Il y a 250 millions d'années, l'entrée dans le secondaire est marquée par le début de la fragmentation de la Pangée, suivant le cycle de regroupement et d'éclatement des plaques continentales. Mais cette dislocation sera véritablement intense dès la fin du Trias, il y a environ 200 millions d'années. Une partie de l'océan Panthalassa s'enfonce dans la partie occidentale de la Pangée. C'est ici qu'une ouverture océanique se forme, s'élargit et s'avance vers l'ouest, formant un nouvel océan, l'océan Thétis. Ce dernier va continuer à se développer. Les conséquences écologiques, climatiques et géographiques sont immenses. Des rifts se mettent en place et séparent l'Amérique du Nord et l'Afrique. Les rides médio-océaniques sont actives, chaudes et gonflées. Le niveau moyen de la mer s'élève. Les surfaces continentales se divisent et les aires marines s'étendent. À ce moment-là, un épisode volcanique produit d'immenses épanchements et la planète entre dans un brusque changement climatique. Les températures chutent fortement avant de remonter dans un laps de temps très réduit. Des changements de courant océanique s'opèrent. Le réchauffement des températures diminue les échanges entre les eaux froides et les eaux chaudes. La circulation des eaux ralentit et le fond des océans est moins oxygéné. La biodiversité est fortement affectée par ces changements.
Alors que la Pangée connaissait un climat continental, la planète subit désormais globalement un climat plus océanique. La Pangée se fragmente en 2 nouveaux continents, le Gondwana et la Laurasia. Laurasia est un supercontinent qui s'est formé à partir de la fragmentation de la Pangée à la fin du Trias. Lorsque l'océan Thétis s'est développé, il a divisé le supercontinent en Laurasia au nord et Gondwana au sud. Laurasia comprend l'Amérique du Nord, l'Eurasie et une partie de l'Arctique. Désormais, les terres sont séparées. La possibilité de reproduction et d'échange génétique entre les individus d'une même espèce diminue. Cette séparation ne se fait pas du jour au lendemain, et les échanges se réduisent au fur et à mesure des millions d'années. Les populations deviennent désormais des espèces à part entière. Elles se diversifient et se développent sur chacun de ces 2 continents. La Laurasia se caractérise par une grande diversité d'écosystèmes. Une grande variété d'espèces végétales et animales y habitent et se différencient de celles résidant au Gondwana en raison des conditions environnementales différentes. À cette période, les dinosaures deviennent les habitants emblématiques. Désormais, ils atteignent des tailles démesurées. Les premiers mammifères font également leur apparition discrète. La Laurasia restera en place jusqu'à il y a environ 65 millions d'années, période à laquelle elle se divisera à son tour en Eurasie et Amérique du Nord avec l'ouverture de l'océan Atlantique Nord. Les forces tectoniques amèneront ensuite les fragments de l'Eurasia à dériver, jusqu'à donner à la Terre son visage actuel. La Terre est vivante. Ces plaques continentales bougent en permanence, depuis toujours, et elles continueront à se mouvoir tant que les entrailles de la planète seront suffisamment chaudes. La mer Méditerranée est le vestige de l'océan Thétis. Lorsque le sud de l'océan Atlantique a commencé à s'ouvrir, le sud de l'Afrique a tourné sur lui-même. Ses côtes nord-est se sont rapprochées du nord de l'Eurasie. L'océan Thétis a alors amorcé sa fermeture. Il n'en reste aujourd'hui que la mer Méditerranée, qui, elle-même, s'amenuise inévitablement. Dans quelques millions d'années, cette mer ne sera certainement réduite qu'à quelques petits lacs. Actuellement, nous sommes à mi-chemin du cycle de Wilson. D'ici 250 millions d'années, un nouveau supercontinent se formera. Pangaea Proxima est le prochain supercontinent qui pourrait se former à la suite du rapprochement de l'Afrique, de l'Eurasie et des Amériques, puis de la collision entre l'Australie et l'Antarctique. Deux autres théories sont présentées. L'Amazie, qui serait un supercontinent formé par la fusion de l'Asie et de l'Amérique du Nord. La nouvelle Pangée, quant à elle, annoncerait la fermeture de l'océan Pacifique, accompagnée d'un mouvement vers le nord de l'Antarctique et d'une collision de l'Australie avec l'Asie de l'Est. Prédire de manière précise le futur supercontinent qui se formera est actuellement impossible. Les mouvements des plaques tectoniques sont complexes et influencés par de nombreux facteurs. Les continents actuels continuent de se déplacer en raison des forces tectoniques, mais les changements majeurs prennent généralement des millions d'années.
En contemplant les possibles supercontinents futurs, on peut se questionner sur l'impact des changements géologiques. Comment vont-ils façonner notre monde et influencer la vie sur Terre ?